Oui, ma préoccupation. Alors, moi, je vais plutôt m'appuyer beaucoup sur des images de l'habitat, au sens large du terme, comment on a l'architecture urbaniste, comment on habite un territoire. Et finalement, dans la ville européenne, on a 5 ans, comment la ville est finalement en résonance avec un système de société en ville. Je suis effectivement enseignant en école d'architecture. Je ne peux pas faire autrement parler aussi de l'évolution de l'histoire des villes, et donc quelque part de la façon dont la société fabrique la ville et fabrique son habitat. Et évidemment, on est bien dans des sujets qui doivent résonner les uns avec les autres, qui sont ceux, vous l'avez évoqué, M. Valence, en propos introductif, qui nous vient évidemment de la cité, de la citoyenneté, de l'urbain, de l'urbanité, c'est-à-dire finalement des Grecs et des Romains, autour de l'espace public qui font la ville européenne en tout cas, et qui quelque part fabrique aussi les formes urbaines. Alors, j'en ai mis, 90% des photos viennent de Nancy ou son agglomération, c'est-à-dire que ce qu'on voit ici, c'est... Voilà. Ou alors des questions d'habitat, et je terminerai par ça, parce que je pense que cette question de la façon dont on habite, et peut-être, on pourra évidemment, je vais l'évoquer tout à l'heure, la façon dont on peut se poser la question de la façon dont on va habiter en regard des conditions qui sont en train de se réorganiser, des conditions de réchauffement climatique, des conditions de ressources. Voilà. Et tout ça, évidemment, à mon avis, a un lien sur la question démocratique et la question de la façon dont on cohabite. Voilà. Parce que je pense que le vrai sujet, c'est la cohabitation les uns avec les autres. Donc j'ai mis un certain nombre d'éléments comme ça qui me semblaient être des éléments portés nécessairement par une ville. Et effectivement, peut-être revenir sur la façon dont notre ville en particulier, ici, notre agglomération, s'est organisée dans l'histoire. Alors j'ai fait ça de façon extrêmement caricaturale parce qu'on n'a pas le temps. J'ai pris quelques grandes périodes, hein, la ville historique que vous connaissez, qui est en... Alors je cherche le point rouge. Surtout le soleil en haut à droite. Ah. Le soleil. Ouais. C'est pas ça, j'ai mis un minuteur, c'est ça. En haut à droite. En haut à droite. Ah voilà. Voilà, donc la ville historique, on va revenir dessus, on va la voir plus précisément, dans lequel globalement je suis allé jusqu'au 18e avec la place Stanislas et le grand axe est-ouest que vous apercevez ici. Ce que j'ai appelé la ville constituée, c'est globalement la ville 19e et on va dire jusqu'aux années 40-50, et puis la ville ouverte, la ville par pièces, on va voir pourquoi, sur évidemment les 50 dernières années qui ont multiplié par 4 ou 5 la surface de l'agglomération. Avec une population qui n'a pas du tout été multipliée par 4 ou 5, et ce que ça veut dire justement en termes d'habitat, d'espace public et de cohabitation. Et puis la question des basculements qui vont venir. Donc évidemment, la ville ancienne, elle est organisée autour d'un système urbain que vous pratiquez tous, toutes et tous, et donc que vous connaissez parfaitement, avec un élément central aujourd'hui, même s'il ne date que du 18e, qui est cette place Stanislas, qui était d'abord faite pour accueillir la statue du roi, mais qui en même temps a été faite, vous le savez, pour lier la ville médiévale et la ville du 16e. Donc on est bien dans un projet urbain qui est aujourd'hui encore, d'ailleurs, qui fonctionne de façon très intéressante et qui est le lieu par excellence de la citoyenneté. Je ne reviens pas sur le forum de l'Agora que vous avez évoqué tout à l'heure. Et on voit bien comment l'occupation, l'aménagement, la forme qu'a pris cet espace public a pu transformer l'appropriation de cette place par l'ensemble des anciens. Pendant la préparation, je rappelais que à la fois on a, et j'en fais partie, hein, de ces gens un peu privilégiés dans la ville qui vont prendre un café au foire ou au commerce ou je ne sais où, etc. Mais on a aussi les jeunes du plateau qui descendent avec leur pack de bière, s'installer sur les marches de la statue de Stanislas et pour se donner rendez-vous, etc. Donc on est vraiment dans un salon urbain qui rassemble un peu tout le monde. Alors je vais prendre à chaque fois quelques exemples. Évidemment, je ne peux pas travailler et proposer un regard complet sur la ville, mais j'ai pris un certain nombre d'exemples.
Bien sûr, c'est le lieu par excellence de la citoyenneté parce que c'est un endroit sur lequel il y a des manifestations, sur lequel il y a, on l'a vu, des spectacles, enfin, dans lequel il se passe énormément de choses, et le fait même qu'on puisse y manifester librement, c'est pas rien. Enfin, moi j'ai visité, je suis allé dans des villes où l'espace public privatisé, plus ou moins sous certaines formes, il y a des surveillances qui sont faites. Cela dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment. C'était en 2014, c'était quelques mois après l'élection du maire qui a précédé le maire actuel. On était en septembre 2014, et il y a un collectif d'artistes qui est venu s'installer. Et de nuit, il était 4-5 heures du matin, ce collectif d'artistes est venu installer sur la place. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ce moment assez incroyable, sans aucune autorisation. Vous savez que cette place est vidéosurveillée, et le maire de Nancy a été appelé à 5 ou 6 heures du matin par le préfet en lui disant « Écoutez, monsieur le maire, il y a une occupation qui n'a pas été déclarée en préfecture, qu'est-ce qu'on fait ?» La rumeur veut, parce que j'étais évidemment pas dans le bureau du maire, mais la rumeur veut que le maire, à un moment donné, ait un moment d'hésitation avec le préfet en disant « Qu'est-ce que je fais ?» Et évidemment, la bonne solution, ça a été que le maire est descendu, est descendu, et a commencé à discuter avec le collectif d'artistes pour essayer voilà. Et ça s'est évidemment terminé que c'était extrêmement intéressant, puisque ce collectif a pu rester 3 jours complets. Il y avait des lits, hein, vous voyez, les gens ont même pu dormir. Le maire a dormi une nuit sur la place. Et donc c'était, vous voyez, un lieu d'échange, de discussion. Et les artistes ont ce rôle aussi dans la ville de proposer ces situations qui sont des situations peut-être inattendues, mais de décalage sur justement la façon d'habiter, la façon de discuter, le regard qu'on peut porter sur une cité. Et je trouve que cette situation est à la fois très intéressante parce qu'il y a eu cette hésitation, parce que c'est une place qui est quand même vidéo-surveillée. Ça veut dire que certes c'est un espace de liberté, mais avec quand même des encadrements, et on peut se poser la question de ça. D'autant plus qu'on sait que ce collectif d'artistes, après, a été... Alors, il est parti au Japon, il a fait ça à New York, ici, etc. aussi. Et ce collectif a été réinterpellé par la mairie, plus tard, pour recommencer et réinventer ce genre de choses. Sauf que c'était plus spontané, c'était une commande politique. Donc là aussi, il y a débat et discussion sur la façon dont, à un moment donné, le politique, qui est donc le représentant des habitants de la cité, peut intervenir et cadrer des formes de spontanéité comme ça qui, à mon sens, font partie évidemment du jeu. C'est un moment extrêmement passionnant, extrêmement intéressant parce qu'évidemment ça a beaucoup fait parler et c'est sans doute l'objet de cela. Je vais prendre un deuxième exemple. En fait, c'est que des exemples que je prends, donc il ne faut pas y voir un propos voilà, savant, extrêmement structuré. J'essaye de faire passer un certain nombre de questions ou d'idées. Vous connaissez évidemment ce cours Léopold, qui est un lieu absolument exceptionnel. Moi, ce qui me semble extrêmement intéressant, et en tant qu'aménageur, évidemment, ça me préoccupe beaucoup, c'est la question de la multifonctionnalité des espaces, et donc la capacité de fabriquer des espaces qui ont cette capacité à accueillir des possibles sans les contraindre de façon trop importante. Alors ce qui est très intéressant dans un espace comme celui-là, vous connaissez, je ne fais pas l'histoire, mais vous le connaissez sans doute, c'est que c'est un espace où on le devine. Ah voilà, je recherche. Ah voilà, ici. Donc on le devine ici sur ce tracé qui est ici. Ici c'est la partie plutôt vieille ville, sur cette gravure. Et on voit ici qu'on est bien sur une partie des anciennes fortifications de la vieille ville. Et quand les fortifications ont été démantelées, il y a eu cet espace qui est resté ouvert et peu aménagé pendant un certain temps, le temps évidemment qu'il y ait tous les espaces, les nouveaux quartiers début 19e qui se construisent et qui fabriquent cette place. Il faut savoir, et vous l'avez sur la droite, qu'il y a eu des projets d'urbanisation du cours Léopold dans la deuxième moitié du 19e siècle, et que finalement, à la fois par un combat citoyen, par des habitants qui se sont mobilisés pour que cet espace ne soit pas construit, et un certain nombre d'événements politiques par ailleurs, dans ces moments parfois un peu mouvementés des années 1848 et puis la suite, finalement ça ne s'est pas construit. Et je pense qu'effectivement c'était un élément extrêmement important là aussi de
sans doute de conscience et de perception de l'idée de garder cet espace ouvert, de garder cet espace vide à proximité de la ville ancienne, la ville médiévale qui était une ville dense. Et aujourd'hui, évidemment, on voit bien les potentiels que représente cet espace ouvert, cet espace libre. En ce moment, il y a le cirque Grus qui vient de s'y installer. On voit comment l'été, aujourd'hui, il y a des guinguettes aussi qui peuvent s'y installer. On voit bien la foire de mai comme ici. Et on voit bien l'intérêt d'un espace ouvert, d'un espace public qui n'est pas voilà, contraint par un certain nombre d'éléments d'aménagement. Donc je pense que la valeur d'une ville dense, et on va revenir dessus, mais qui nécessairement est dense et doit être dense hein, pour économiser aussi les espaces utiles, nourriciers par ailleurs. On voit bien comment cette ville dense, elle fonctionne aussi avec la capacité de fabriquer de l'espace ouvert, de l'espace libre, qui en même temps est un espace appropriable par ses habitants. Alors, la question de l'espace public, c'est qu'on doit l'accueillir et il doit être capable d'accueillir l'ensemble des habitants. Et ça, c'est un sujet. Alors, je pense que ce sujet est moins d'actualité aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans, où effectivement, il y a eu, j'ai mis exprès sur la partie droite, quelques éléments d'espace public, de mobilier public, de mobilier urbain, pardon, qui ont été des mobiliers extrêmement contraignants. On voit bien d'ailleurs comment la nouvelle municipalité a fait un choix de réimplanter des bancs de façon extrêmement importante dans la ville. On voit bien d'ailleurs, et moi je me pose la question du mobilier urbain qui a été posé sur la place Simone Veil, la place de la Gare. On voit l'intérêt d'ailleurs sur la place Stanislas ici d'avoir choisi, puisque c'était avec des contraintes très très fortes de monuments historiques, on avait des difficultés énormes à proposer du mobilier urbain. On voit bien comment il y a eu un détournement de l'histoire au travers de ces éléments en bois là, qui étaient en fait au départ sur des gravures anciennes liées aux chevaux, et on voit bien comment ça a été réinterprété par l'architecte du monument historique pour en faire des lieux où on peut s'asseoir. Et cette question, alors vous voyez ici sur la partie droite des bancs, mais on a connu ça dans le métro, on a connu ça un petit peu partout, où on mettait des mobiliers qui empêchaient finalement un usage, alors sans doute des populations marginales, hein, SDF, etc., mais que la société fabrique, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, notre société fabrique des gens qui sont à côté d'eux. Mais ces gens-là font partie de la société. Et comment l'espace public a un devoir de les accueillir. De la même façon, les personnes vieillissantes, aujourd'hui, et dans notre société, c'est un sujet absolument essentiel, doivent être accueillis, doivent être partie intégrante de la société. Et on voit bien comment cette question de la capacité de l'espace public à être bienveillant par rapport à toutes ces populations, moi, me semble être absolument essentiel. Donc cet espace public, à mon avis, a ce rôle d'avoir un regard particulier sur ce que notre système de société, à un moment donné, a fabriqué comme organisation humaine. Et l'espace public a un rôle d'organisation par rapport et d'accueil par rapport à ces situations-là. Alors j'ai pris d'autres exemples j'ai pris deux, trois points comme ça sur la ville historique, la ville constituée. Alors ce que j'ai appelé la ville constituée, c'est finalement une ville assez compacte, où finalement la trame d'espace public, le grand système de la ville européenne qui fonde la structure et l'organisation de la ville à partir de l'espace public, à partir d'un système d'îlots, ici dans la ville 19e, qui est tout à fait classique, d'îlots finalement avec une grande diversité de maisons individuelles, de petits immeubles, avec parfois souvent aussi des artisans, des éléments qui vont s'installer en cours intérieur, etc. Donc avec une très très grande richesse de fonctions, s'organise à partir d'un système d'espace public et finalement une densité de compacité qui permet de fabriquer une ville accessible, une ville marchable, une ville passante, une ville où effectivement les proximités fabriquent de la qualité de vie qui est tout à fait essentielle. Alors,
bien sûr, on pourrait dire que j'ai pris de l'habitat un peu privilégié, et ce qui m'intéresse au-delà de la question architecturale de la rue Félix-Faure ou de ce bâti Art Nouveau, Art Déco, hein, qu'on a énormément à Nancy, c'est surtout cette capacité à cette époque-là, début 19e, de travailler sur la relation entre le chez-soi et le avec tout le monde, c'est-à-dire entre l'habitat et l'espace public. Et ce petit jardin de devant, il a cette qualité absolument exceptionnelle de fabriquer un endroit où je ne suis pas encore chez moi, je suis en train de mettre la clé dans ma porte, je ne suis plus dans l'espace public, mais je suis dans l'espace d'entre-deux qui est d'un confort absolu. Je peux parler avec l'autre tout en étant un peu protégé. Et je trouve que ces espaces de seuil, les Japonais sont très très bons sur cette réflexion sur les espaces intermédiaires, ces espaces d'une très très grande richesse, qui sont ces espaces d'incertitude entre le public et le privé, et qui fabriquent des qualités absolument exceptionnelles de vie. Et je crois qu'on ne sait plus très bien faire ça, et c'est tout à fait dommage. Voire, on fait ça, ça veut dire qu'on est capable, et on voit bien le système d'organisation urbaine qui a conduit ce genre de choses, c'est-à-dire l'adaptation de la voiture, de la ville à la voiture, qui a fabriqué des rez-de-chaussée. Alors ça, la photo de gauche, c'est dans ma rue, je suis à vider, hein. Mais c'est dans ma rue, c'est-à-dire que globalement, vous voyez qu'on a finalement, pour des raisons assez techniques, d'accès garage, de cave, de je sais pas quoi, on a préempté la capacité de ce petit immeuble qui, en termes de taille, est finalement assez adapté au reste de la rue, par rapport à son espace immédiat. Et vous voyez ici un immeuble en rez-de-chaussée qui est complètement également, qui a complètement dissous la capacité finalement de créer une relation entre l'habitat et l'espace public. Et on voit bien dans la littérature qui est celle de nos écoles d'architecture, ou en tout cas des urbanistes, des paysagistes, des architectes, etc., comment ce sujet est un sujet absolument essentiel, et on voit bien comment la ville des rez-de-chaussée, la façon dont la reconquête de la rue est absolument essentielle dans nos modes de pensée et d'organisation de la ville du quotidien. Alors, dans cette ville du 19e, qu'elle soit plutôt résidentielle sur l'ouest de Nancy, ou plutôt au départ industrielle et populaire ouvrière sur sa partie est, on voit bien comment, ici, vous le reconnaissez, hein, le parc Sainte-Marie, le grand classique de construire autour d'un parc, qu'on va voir un peu partout. Alors, le site le plus emblématique de cette question de construire autour d'un parc, c'est évidemment Central Park à New York, mais qui est finalement un peu du même, dans le même ordre que cette organisation-là. On voit bien comment cette idée de construire autour d'un parc vient évidemment d'une valorisation immobilière possible à partir de cette organisation. On voit bien aussi comment souvent c'est pour installer des équipements publics, comme on l'a ici. Donc on voit comment finalement c'est une réinterprétation peut-être 19e, un peu hygiéniste, de l'Agora ou du Forum. Et puis, surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ce système permet aussi d'avoir des villes qui sont des villes assez denses, assez compactes, tout en étant très désirables, et en offrant ces plus-values de lieux d'articulation, de rencontres, de passages, puisque c'est évidemment aussi des sites qu'on peut traverser. Et vous voyez, vous connaissez ça par cœur évidemment, ces petites ruelles qui à un moment donné peuvent s'accrocher, ouvrir, et fait qu'on n'habite peut-être pas directement sur le parc, mais par contre on est dans cette logique d'accès et de système évidemment passant qui passe. Et puis évidemment vous savez bien à quel moment ce parc peut être un lieu d'accueil et d'organisation de tout un tas d'activités qui font que c'est un lieu extrêmement vivant, à la fois pour le quartier et même à l'échelle de la ville quand c'est un parc comme celui-ci. Tout ça, je le présente aussi pour vous montrer ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire comment au 19e on a pensé et organisé la ville à partir de ce genre
de système, et comment, ou d'autres ici, quand on est sur le parc de la Cure d'Air que vous connaissez évidemment très très bien, qui vient d'un lieu qui était un lieu avec évidemment des vocations là aussi hygiénistes, etc. Et comment aujourd'hui ça devient un lieu d'appropriation de la ville et de rencontres permanentes. Et évidemment, ce qui est très intéressant, c'est d'arriver à fabriquer une ville qui fait que ces proximités, ces accessibilités de ce type d'espace s'organisent de façon suffisamment organisée, suffisamment diffuse pour que chaque habitant ait une possibilité d'accéder facilement à un espace de ce type-là. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment, dans la ville industrielle, il y a des valeurs de patrimoine, des valeurs de paysage, que ce soit la passerelle de Creux, que ce soit des grands bâtiments, que ce soit une ancienne voie ferrée, que ce soit des lieux de repère comme ça, avec des valeurs qui étaient des valeurs ouvrières, des valeurs de fonctionnement, des valeurs industrielles, et qui peuvent basculer sur peut-être des usages qui peuvent être des usages extrêmement intéressants. Alors bien sûr, il y a les sites les plus emblématiques que certains d'entre vous connaissent peut-être, avec toute la transformation et la plus-value que peuvent porter ces espaces industriels. Ici à droite, vous avez une photo d'un secteur, voilà, qui est une ancienne caserne à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, qui s'appelle le Darwin Ecosystème, dans lequel tout un tas de programmes qui ont pu s'infiltrer et s'organiser à l'intérieur de ces anciens bâtiments industriels, et qui par essence même sont des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des lieux de recyclage d'ailleurs, des lieux plutôt sur, là aussi, une sorte de fil tendu vers peut-être un mode de société qui se voudrait peut-être un peu plus partageur et un peu plus responsable que celui dans lequel on est encore aujourd'hui, en tout cas on s'est enfoncé depuis 40 ou 50 ans. Et j'ai mis ça en parallèle parce que ça me semble extrêmement intéressant. Finalement, dans la ville ancienne qui est la nôtre, on a le marché aux puces, qui est une forme de recyclerie, et évidemment qui est un lieu qui est un lieu très attractif, un lieu sympathique, un lieu avec une ambiance, etc. Mais quand même, c'est cette idée peut-être assez ancienne de la brocante. Et la brocante, c'est quoi? C'est que cette idée de recycler. Et dans le Darwin Ecosystème, on a Emmaüs qui a été accueilli. Alors en plus, Darwin, c'est aussi un lieu un peu privilégié. Enfin, je veux dire, c'est clair qu'on a une épicerie, on a des épiceries bio, on a une brasserie montée avec des jeunes qui ont réinventé cette activité. Il y a un tiers-lieu qui est plutôt pour des startups, etc. Et on a Emmaüs qui a été accueilli. Et c'est intéressant parce que vous voyez qu'il y a un texte qui est écrit ici, c'est on peut refaire le monde. C'est ce qui est écrit ici. Et moi je trouve ça extrêmement intéressant. Encore une fois, je pose des petits cailloux là sur la question de qu'est-ce qui va faire société demain, dans les conditions qui sont celles auxquelles on est de plus en plus confronté, sur les questions de ressources, les questions de paysage, les questions de biodiversité, les questions de sol, les questions d'habiter et se nourrir. Et ça me semble extrêmement intéressant de se poser la question de savoir en quoi la ville peut être l'élément un peu déterminant d'une société plus responsable, plus citoyenne, et je mets le mot citoyen et responsable ensemble. Je ne sais pas pourquoi ça saute, je ne vais pas faire ce qu'il faut. Voilà. Je n'ai pas tout compris de la machine. Voilà, donc là j'ai remis quelques images de nouveau de Darwin, et vous voyez d'abord il y a des interventions d'artistes, vous voyez ce lieu avec les canapés là, qui sont plutôt un lieu start-upper, etc. Il y a cette épicerie bio, il y a voilà, tout un tas de lieux. Alors il y a Blida à Nancy, je sais que il y a des brasseries sur la partie nord de Nancy là, qui réfléchissent aussi à ce genre de lieux. Donc on voit bien comment c'est des lieux tout à fait intéressants. Je vous ai mis un exemple très rapide d'un quartier sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler pour dire finalement, quand on est urbaniste,
qu'est-ce qui fait qu'on est satisfait du travail qu'on a pu faire? Alors je pense que le quartier de Bianca Maria, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, qui est à proximité de la caserne Faro, qui est ici, Drouot, et donc c'est ce quartier sur la commune de Vendœuvre essentiellement, et un petit peu Nancy qui est encore en construction. On a travaillé sur ce quartier, et en particulier, on a réinterprété une commande qui était une commande d'un parc central dans le quartier. On l'a réinterprété, vous le voyez sur le plan, sur un quartier, sur un parc linéaire qu'on appelait un parc infiltré, qui en fait que l'ensemble des opérations d'habitat qui se sont installées, l'idée c'est que c'était un parc étroit, hein, il peut faire 17 mètres au plus étroit ou 34 mètres au plus large, mais quelque part qui traverse l'ensemble du quartier, l'idée que chacun peut avoir un petit portillon depuis son jardin, depuis son chez-soi, tout en ayant évidemment une densité quand même relativement importante, ce qui fait que je peux me glisser dans le parc de façon générale. Mais surtout, ce qui est important pour nous, et je pense que c'est pour moi la plus grande satisfaction d'urbaniste qui a dessiné ce quartier, c'est que dans ce parc, on a infiltré justement un verger, on a infiltré des jardins familiaux, et que finalement, les habitants ont très vite créé une association du quartier, et se retrouvent régulièrement à partager un repas, à partager un moment sympa sous le verger, en fait. Vous voyez, les arbres sont relativement récents encore. Et je trouve que cette idée de la façon dont on essaye de penser, la façon dont on organise l'habitat à partir d'un système d'espace public qui se trouve être ici plutôt un espace productif, fait qu'à un moment donné, on est dans peut-être une façon de créer des possibilités pour les habitants de se retrouver, de cohabiter, et je pense que c'est sans doute la partie la plus intéressante de ce quartier, au-delà de questions architecturales ou urbaines de façon plus générale. Alors la ville par pièce, qu'est-ce qu'elle fabrique? Et à un moment donné, quelle perspective on peut lui donner? Parce que 40 ou 50 ans de fabrication d'un habitat diffus, et la question, c'est qu'on n'a pas construit la ville, on a produit des maisons, ce qui est complètement différent, me semble-t-il. Et évidemment, moi j'ai été élevé dans une maison comme ça, donc mes parents avaient une maison aussi dans le périurbain quand j'étais ado, etc. Donc je ne stigmatise pas les gens, c'est notre système de société qui a fabriqué ça, autour de la voiture, etc. Vous avez sur la carte de droite, vous avez en fait en jaune pâle, toute la ville dont on vient de parler jusqu'à maintenant, qui s'est construite du XIe siècle jusque 1950, et tout ce qui est orange et des différentes catégories de orange qui sont ici, mais à partir de cette orange-là, on est plutôt sur la ville construite dans les 40 ou 50 dernières années, donc dans une société consumériste, de façon générale, en énergie, en sol, en toutes les ressources possibles et imaginables, et dont on a bien compris qu'on allait devoir sortir. Alors, je ne reviens pas évidemment sur les bilans qui ont pu être faits sur la fabrication de cette ville-là. Alors d'autant plus qu'il y a des gens qui y habitent, il y a des gens qui créent des systèmes associatifs, je veux dire, il y a aussi un regard d'appropriation et peut-être qu'il faut regarder aussi avec une certaine bienveillance ces quartiers-là. En même temps, ils fabriquent quelque chose qui n'est pas dans la tradition de la ville européenne, qui est la tradition de notre organisation urbaine, de notre citoyenneté, de notre responsabilité de citoyen. Alors j'ai quand même mis, c'est parce que c'est très, très marrant ça, j'ai quand même mis la pub Auchan juste à côté, parce que, et on pourrait en prendre tout un tas, on pourrait s'amuser à décortiquer toutes les pubs de ces grands distributeurs qui s'installent dans ce système périurbain, et on se rendrait compte que ces pubs nous vendent l'inverse absolu de l'espace dans lequel ils s'installent. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que la vraie vie, etc. Bon. Alors, bien sûr, vous avez ce genre d'image. Moi, j'aime beaucoup celle-là parce que je pense que c'est le télescopage. Ça, c'est une photo de Raymond Depardon. Raymond Depardon, qui est ce photographe que vous connaissez bien sûr, et qui a 7-8 ans, peut-être un peu plus, avait fait, vous savez, le Tour de France avec son petit combi Volkswagen, en prenant des photos de la vraie France, quoi, celle qu'il voyait. Et ça, c'est intéressant. Alors, il se trouve que c'est en Meurthe-et-Moselle, mais c'est pas Nancy. Mais c'est intéressant parce que c'est le télescopage entre deux mondes et deux sociétés. Et ce qui est intéressant en même temps dans une image comme celle-là, ça nous montre que notre paysage, notre espace urbain, il rend compte d'un système de société à un moment donné qui n'a aucune raison
que le paysage et notre système de société dans 10, 20, 30 ans soient les mêmes que celui d'aujourd'hui. On a l'impression que c'est figé, mais pas du tout. Dans l'histoire des paysages et dans l'histoire de nos sociétés, on voit bien comment les paysages ont rendu compte à un moment donné de basculement, et je crois qu'on va assister à un basculement. J'aime beaucoup cette photo aussi, parce qu'elle nous montre l'absurdité absolue, mais en même temps, est-ce une absurdité ou est-ce simplement l'expression d'une volonté sociétale? Si vous habitez par exemple cette maison ici, et que votre meilleur copain il habite ici, le système d'organisation fait que pour aller le voir, vous faites ça, vous sortez, vous revenez là, et vous faites ici. Et en fait, vous habitez à 20 mètres l'un de l'autre, mais vous faites tout le tour. Et je pense qu'on est dans ces absurdités absolues d'organisation du territoire. Et donc la question, c'est évidemment celle que j'évoquais tout à l'heure sur la ville du 19e, qui est la ville passante, la ville marchable. Et c'est peut-être ça qui, à un moment donné, fait la capacité de cohabiter dans des conditions intéressantes. J'ai mis cette photo parce que c'est une commune. C'est pas l'agglomération d'ancienne, c'est dans le nord du département de la Meurthe-et-Moselle. Je ne vais pas citer la commune, mais voilà, on est dans le nord du département. Et en fait, le maire m'a appelé en me disant, Monsieur Verdier, on a un problème, les habitants du lotissement ne parlent pas aux gens du village. Et évidemment, on pouvait se poser la question de savoir finalement quelle était la raison de ça. Et on voit bien comment, ce dont on parle ensemble là ce matin, avec le sujet qui est le nôtre, le vôtre, la citoyenneté, dans lequel je mets encore une fois la responsabilisation individuelle et puis la responsabilisation collective par rapport aux conditions de cette citoyenneté, eh bien effectivement, il y a un état a posteriori de constat qui est de dire oui, bien sûr, il faut à un moment donné essayer d'anticiper sur ces questions-là, d'autant plus qu'on voit bien comment cette façon d'habiter a fabriqué des barrières extrêmement importantes. Alors, ici, on le voit, y compris sur des rues qui sont privatisées, ce qu'on peut appeler de façon peut-être à l'américaine gated communities, mais c'est pas simplement aux États-Unis ou au Brésil, c'est aussi chez nous que ce genre de choses se fait, avec cette idée qu'il faut se protéger des autres, de la différence. Et puis on le voit aussi, ça aussi à gauche, c'est une photo de Raymond Depardon, qui regarde la France telle qu'elle est. Et on voit bien comment, à un moment donné, on s'est mis à distance de la rue. Ça veut dire que, vous vous souvenez, là, tout à l'heure, le petit jardin de devant dans la rue Félix-Faure, eh bien, la personne qui passe dans la rue n'a aucune chance de pouvoir discuter avec la personne qui est dans sa cuisine, en train de faire la soupe. Et alors que ça, c'est absolument essentiel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je peux être dans cette capacité de frottage, quoi. Et ça me semble extrêmement important. Et donc, ces lisières sont d'une violence absolument incroyable. Et donc, aujourd'hui, moi je suis assez convaincu que l'espace public se déplace et qu'il va falloir réfléchir à la façon dont cette ville est allée, dans laquelle finalement est diffuse, dans laquelle finalement une grande partie d'entre nous habite, et bien peut réinventer une question de la valeur d'un espace public. Peut-être se souvenir que dans le tissu ancien, on est dans des villages autour de Nancy, ici. Dans le tissu ancien, il y avait une science, pour moi, vraiment, du lien et de la lisière, qui était incroyable entre l'endroit où on habitait et puis l'endroit où on produisait, où on allait au jardin, où on allait peut-être au lavoir aussi, etc. Et qu'il y avait ce patrimoine, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que ces petits murs, ces petits passages, etc., c'est de l'ordre du patrimoine, plutôt rural, mais en urbain on trouve ça aussi sous d'autres formes, et dans Nancy il y a encore plein de ces petits chemins, de ces petits passages qui sont un peu cachés dans le système du tissu et qui viennent de l'époque rurale d'une partie de notre territoire. Eh bien, je pense qu'il y avait cette capacité à avoir des connivences entre les deux éléments vitaux qui étaient celui d'habiter et celui de se nourrir. Et je me pose la question de savoir si ce n'est pas des choses qui sont prometteuses pour la suite. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Je pense qu'aujourd'hui, on habite autour du rond-point, on habite autour de l'endroit où on stationne la voiture, mais peut-être que dans les enjeux qui sont ceux de demain, et je pense qu'on a une responsabilité collective dans cette affaire-là, est-ce que l'espace public, ce ne sera pas justement cet espace qui ne sera plus le rond-point, mais celui peut-être habité autour d'un verger, vous l'avez dit tout à l'heure dans le Grand Canaria,
le quartier que je vous ai présenté, sur lequel j'ai eu la chance de travailler, autour d'une mare, parce que c'est la biodiversité, autour d'une prairie. Et vous voyez ici, en bas, sur une image où effectivement il y a un travail qui est en train de se faire, c'est dans une commune à côté de Saint-Dié, sur lequel il y a un projet qui est en train de se développer autour de ce principe-là. Il y a un architecte qui s'appelle Philippe Madec, qui est quelqu'un de très très engagé sur ces questions-là, qui a pas mal travaillé sur la Bretagne, et qui dit quelque chose d'assez beau. Il dit aujourd'hui, habiter en front de mer, quand on a la chance d'habiter sur le littoral, c'est une chance absolument inouïe. Vous imaginez le rapport à l'horizon, etc. Et il dit pourquoi habiter en front de terre, ça ne serait pas aussi une chance inouïe. Aujourd'hui, les limites entre ville et campagne sont d'une brutalité, on l'a vu tout à l'heure, et d'une médiocrité absolue. C'est le dernier lotissement arrivé, avec le dernier étudiant arrivé, etc. Et on pourrait se poser la question, et c'est là-dessus qu'il travaille, en se disant, mais finalement, habiter en front de terre vitale, productive, nourricière, productive de ressources, peut-être que ça devrait être un lieu où ces espaces-là devraient être des espaces partagés, des espaces publics, et des espaces de haut niveau. On voit aujourd'hui ce que c'est, et peut-être que la place Stanislas par lequel j'ai commencé mon propos, c'est évidemment un lieu central, un lieu historique, un lieu absolument essentiel, mais peut-être qu'aujourd'hui, la ville qui s'est développée, qui a été multipliée peut-être par 8, 10, 20 parfois en termes de surface, peut-être que cette armature de l'espace public, elle doit aussi s'organiser autour d'autres lieux. Et je crois assez à cette idée qu'on pourrait imaginer que les lisières deviennent des nouveaux systèmes d'espace public. Pourquoi? Parce que c'est des lisières qui mettent en scène des fonctions essentielles de la vie, qui sont celles de habiter et produire. Et peut-être que si on regarde avec un peu de bienveillance l'étalement urbain et le périurbain, sans le stigmatiser comme étant une catastrophe, ça fait partie de notre histoire, c'est quelque chose qui existait, c'est quelque chose qui a été l'expression d'un système de société à une époque dont on va sortir inévitablement dans les années qui viennent, et peut-être que les nouveaux espaces publics, les nouvelles places Stanislas, c'est ça. Et puis, bien sûr, ça pose la question de l'hybridation et finalement de la diversité, de revenir au faubourg qu'on évoquait au départ, c'est-à-dire les diverses fonctions dans un même secteur d'habitat. Et on voit bien comment il y a plein de choses qui vont évoluer et qui doivent évoluer simplement parce qu'on le comprend. J'étais mardi à la région Grand Est sur une rencontre avec des élus sur la sobriété foncière et l'arrêt de l'artificialisation des sols. On voit bien comment tout ça va nécessairement modifier nos modes de vie, nos modes de fonctionnement. Et donc il faut réinterroger la question de l'habitat, et de l'habitat individuel en particulier. Et on voit bien comment, pour des raisons à la fois de ressources, de sol et de pouvoir d'achat, je pense que c'est un sujet dont on parle pas mal en ce moment, peut-être qu'une des solutions, c'est mutualiser. Mutualiser, c'est aussi voisiner. Et donc c'est cohabiter. Et peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut mutualiser. Tout ce qui peut être mutualisable devrait l'être dans les années qui viennent. Ici, c'est un projet qui a été réalisé dans le parc des Vosges du Nord, avec d'ailleurs des ressources locales. Et vous voyez qu'il y a 2 maisons individuelles, avec au milieu un espace qui est partagé, qui est à la fois producteur d'énergie, qui est à la fois un atelier, un garage, un atelier et une salle de jeu pour les enfants. Et on voit à un moment donné, on s'est posé la question de qu'est-ce qui faisait que je pouvais être chez moi tout en étant avec. Et je pense que ça, c'est des sujets extrêmement importants. Évidemment, on voit bien comment plutôt dans la culture rhénane, donc ça vient plutôt des pays scandinaves, des pays allemands, etc. Et c'est en train d'arriver en Alsace et ça arrive un peu chez nous. La question de l'habitat participatif, c'est une autre façon de vivre ensemble, avec la question de savoir qu'est-ce qu'on peut là aussi partager, à la fois pour des raisons sociétales et sociales et encore une fois de vivre ensemble, et puis en même temps pour des raisons très pragmatiques de qu'est-ce qu'on peut mutualiser. Ici, j'ai eu l'occasion de visiter avec quelques étudiants. On a travaillé un peu par hasard au sud de la France, dans une commune qui s'appelle Fort-Calquier. On est allé visiter une opération qui venait de se terminer de 13 logements sur 3000 m² de terrain. Voilà, c'est 13 logements sur 3000 m² de terrain, honnêtement, c'est pas mal. Donc 13 familles, intéressant, puisque deux personnes âgées de 80 à 85 ans qui habitaient seules, et à l'autre bout, une famille avec 2 tout petits enfants. Et donc c'est aussi la question de l'intergénérationnel. Est-ce que
on continue à penser qu'on peut déléguer le vieillissement à des opérateurs privés. Et je pense que dans les derniers mois ou les dernières années, on a bien vu à quoi ça pouvait aboutir comme catastrophe. Ou est-ce qu'à un moment donné, on habite autrement et on est dans cette logique d'intergénérationnel. Mardi, j'ai appris un chiffre tout à fait intéressant dans le Grand Est. Vous savez quel est le pourcentage de familles avec des enfants chez nous, 25%. C'est-à-dire qu'on ne parle que de l'habitat famille. En fait, c'est 25% de l'habitat aujourd'hui qui est occupé par une famille avec des enfants. Alors ça veut dire une famille où les enfants sont partis, ça veut dire des couples séparés, ça veut dire des familles monoparentales, ça veut dire des personnes seules, des personnes vieillissantes, des jeunes. En fait, la réalité, c'est qu'on est dans une diversité absolue d'habitat. Et donc, penser qu'on peut modifier l'habitat, c'est extrêmement intéressant. Dans cette opération qui s'appelle Colibre, évidemment, clin d'œil à Rabi, ici, une maison partagée, donc qui est la maison dans laquelle on va pouvoir, voilà, ici, dans laquelle on va pouvoir, il y a un salon, il y a 2 chambres d'amis, il y a un sauna, et donc, à un moment donné, et là, je crois qu'actuellement, ils ont une famille ukrainienne qui est accueillie pour cette maison-là. On a bien sûr de l'habitat où chacun est chez soi, et puis on va partager un certain nombre de choses, que ce soit un atelier de bricolage, que ce soit une buanderie, donc la fameuse maison partagée ici, et puis compost, etc. Alors tout ça peut vous apparaître un petit peu utopique, mais je pense que si on est urbaniste et qu'on n'est pas un peu dans l'utopie, on n'avance pas. Et en plus, je pense honnêtement que cette question va nous tomber dessus, c'est-à-dire qu'on doit penser la façon dont l'habitat peut peut-être s'organiser autrement pour accueillir dans les meilleures conditions toutes les tranches de la population, et puis pour répondre à cet enjeu qui est celui des ressources rares, de l'énergie, des sols, et puis sans doute également de ce retour vers l'idée de voisiner avec envie et désir. Je l'ai dit, bien vieillir est aussi quelque chose qui est extrêmement important. C'était une exposition qu'il y avait à la Cité de l'Architecture du Patrimoine à Paris au début de l'année. Et je voulais juste montrer cette opération. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est maire d'une commune qui s'appelle Veynes-sur-Moselle, Evelyne Maty, je la cite. Et en fait, elle a fait un travail absolument super dans la recomposition d'une ancienne ferme en cœur de village, dans lequel on a un habitat familial en duplex sur la partie haute, et puis on a 3 logements pour des personnes vieillissantes du village qui ne pouvaient plus habiter chez elles, mais qui voulaient rester au club de Scrabble, qui voulaient rester, etc. Et avec un salon partagé qui est juste à côté, d'ailleurs, dans lequel les personnes ont pu remettre le buffet de la grand-mère, machin, etc. Donc c'est un lieu qui est tout à fait approprié. Et je pense que ça, c'est des sujets qui sont les nôtres quand on parle, encore une fois. Alors, vous l'avez bien compris, j'élargis complètement la notion de citoyenneté par rapport à mon métier et par rapport à mes fonctions, et ça me semble absolument essentiel. Et puis, on voit bien, et je vais terminer par ça, qu'à un moment donné, notre boulot, à tous, ça va être non pas de continuer à développer, à agrandir, etc., mais à reconsidérer, alors on peut dire à bricoler, mais peut-être à transformer cet héritage dans lequel on est. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous voyez les quelques images qui ont été mises ici ou là, eh bien, la grande différence entre l'existant que vous connaissez tous ici, et puis les propositions, c'est certes, à un moment donné, la question du climat urbain, des îlots de fraîcheur, peut-être un peu de jardin de production, les jardins sur le toit, etc. Donc on comprend bien qu'on ne va pas nourrir la ville avec les toitures, voilà. Mais par contre, le vrai sujet qu'on retrouve ici, c'est la question, de nouveau, de la rencontre, du vivre ensemble, par rapport à une société dont on voit bien qu'elle arrive au bout, qui est celle de la préemption de la ville, donc de l'espace support de la vie et de la citoyenneté, par un mode de vie qui est un mode de vie à la fois consumériste et à la fois qui est dans la vitesse permanente. Et que le retour vers une vie un peu plus lente et un peu plus respectueuse des ressources que la planète nous offre est aussi une société qui est peut-être plus partageuse et plus citoyenne.